Alors, bon, alors merci d'abord aux organisateurs, organisatrices d'avoir organisé l'horaire du colloque pour que les Québécois, Québécoises puissent y participer. C'est fort apprécié. Donc, aujourd'hui, je vous présente je dirais, des conclusions préliminaires, une analyse préliminaire d'une étude de perception que j'ai fait avec mon équipe, les membres du groupe de recherche Homo Ludens, dont Maude fait partie, dont Simon fait partie, euh, qui sont ici présentes. C'est une étude de réception sur la conscientisation des jeunes à la violence par le biais du jeu de société Les Choix de Raphaël. C'est une petite étude qui est financée par Game Lab. Et donc, aujourd'hui, je vous dis que je vous présente les résultats préliminaires parce qu'on est encore en train d'analyser certaines données. Il y a certaines données qui n'ont pas été analysées encore et j'ai dû aussi épurer un peu ma présentation parce qu'il y avait trop de choses à dire. Donc voilà, en fait, ça fait plusieurs années que notre groupe de recherche s'intéresse à la conscientisation, qu'on peut définir si on se fie aux travaux de Paulo Freire, un sociologue brésilien, comme l'action d'encourager les personnes opprimées à l'action-réflexion en les motivant à remettre en question leur relation à une réalité sociale donnée et à prendre des mesures concrètes pour apporter des changements à cette réalité sociale. Et en ça, ça se distingue de ce qu'on appelle la sensibilisation, qui est l'action de rendre des personnes perceptives et sensibles à un problème, une cause, une réalité sociale pour lequel elles avaient peu d'intérêt auparavant. Et pourquoi on s'est intéressé au jeu de société Les Choux de Raphaël? Ben, d'abord parce qu'il y a un objectif, ce jeu a un objectif affirmé d'informer et outiller les jeunes du primaire et du secondaire pour qu'ils puissent faire des choix plus éclairés lorsqu'ils se retrouvent dans des situations de violence, de conflit, de harcèlement, d'injustice. En fait, si je vous parle un petit peu du jeu, vous allez comprendre, c'est un jeu coopératif. Donc, le groupe de joueurs-joueuses va incarner une jeune fille qui s'appelle Raphaël et dont l'avatar a été dessiné par un enfant. Et ensuite, on doit se déplacer dans différents lieux sur le plateau où on pige des cartes de mise en situation. Ces cartes-là nous encouragent, nous demandent de choisir entre deux réactions face à la situation et ensuite on retourne la carte pour connaître le dénouement de l'histoire et le déplacement de jetons comportement qui résultent de notre choix. Donc, parmi les jetons de comportement, on a par exemple l'évitement, la confrontation, la demande d'aide et à chaque fois qu'on fait un choix, certains jetons montent ou descendent sur les échelles. Et on perd une vie chaque fois qu'un des jetons atteint l'extrémité, une ou l'autre des extrémités de son échelle. Et on gagne quand on trouve des cartes, saviez-vous que, euh, dans tous les endroits du plateau. Les cartes saviez-vous que donnant des informations supplémentaires ou des conseils et nous permettant aussi de déplacer les jetons d'un cran sur le plateau. Donc ça, c'est le jeu. Les intérêts de ce jeu-là sont multiples. La mécanique, ce n'est, à notre avis, pas un jeu qui est basé sur une rhétorique procédurale. Donc, il n'y a pas, même la mécanique elle-même du jeu, on pourrait dire, a l'air d'envoyer le message qu'il faut varier ses réactions à certaines situations pour s'en sortir, mais c'est pas vraiment ça l'intérêt du message. C'est plutôt que avec l'échelle des comportements qui bougent, les jeunes sont encouragés à réfléchir aux comportements qui sont adoptés lorsqu'on prend certaines décisions, lorsqu'on fait certains choix. Le jeu n'indique pas vraiment qu'il y a un choix meilleur que l'autre, en fait. Aussi, c'est un jeu qui encourage à faire preuve d'empathie pour le personnage principal qui vit des situations difficiles. On doit prendre des décisions aussi basées sur des valeurs morales universelles et c'est un jeu qui propose des solutions concrètes face à différents problèmes liés à la violence, l'intimidation et les injustices. Je dirais que la faiblesse du jeu en lien avec la conscientisation, c'est que les choix proposés sont rarement des solutions systémiques, des actions collectives et politiques. On est plus dans l'ordre
de choix, de réactions personnelles, individuelles. Donc, on en reparlera, mais c'est quelque chose qui se reflète un peu dans les limites du jeu par rapport à la conscientisation. Je passe rapidement sur la méthodologie. On a fait des séances de jeu filmées avec une quinzaine de groupes de 4 élèves, suivis de groupes de discussion qu'on appelle les focus group, avec des entrevues téléphoniques aussi avec 2 des professeurs qui, dans lequel on est allé dans les classes, et on a fait une première codification des réponses, des discussions qu'on a eues avec les jeunes sur le logiciel NVivo, donc en regroupant évidemment leurs propos par parenté d'idées, etc. Et c'est vraiment ce que je vous présente aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'analyser les discussions que les jeunes ont eues pendant les séances de jeu. C'est une méthode, le focus group, qui a ses limites. Je pourrais en parler longtemps. On a d'ailleurs beaucoup appris à travers cette expérience-là, mais outre les biais de désirabilité, l'influence des pairs et les propos inaudibles souvent parce qu'on parle à un groupe et il y a des gens plus loin du micro que d'autres, ben, il y a toujours ce problème que quand on fait des terrains dans les écoles, on manque de temps et fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement donner la parole à chaque participante pour chaque question. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne se prononcent pas. Ce n'est pas tous les jeunes qui vont se prononcer sur chaque question. Et ça fait en sorte qu'il faut regarder les résultats. On ne peut pas nécessairement dire il y a 15 personnes sur 40 qui pensent ça. On peut juste regarder le ratio, le nombre d'élèves qui se sont prononcés d'une telle façon versus le nombre d'élèves qui ont dit le contraire, par exemple. On a fait 3 terrains de recherche. Un premier qui était plus un pré-test dans une maison des jeunes où on a testé un peu le protocole, le questionnaire, qu'on a affiné ensuite pour faire un terrain dans une école primaire privée, puis 2 terrains dans une école primaire publique suite à une très longue attente d'une réponse favorable de la Commission scolaire de Montréal pour nous permettre de le faire. Et c'est vraiment au fur et à mesure qu'on a fait les terrains, on a essayé de raffiner le questionnaire, de le rendre plus clair, de mieux l'arrimer aussi à nos concepts théoriques. Donc, ça a été un peu compliqué d'analyser les résultats pour cette raison-là. On n'avait pas toujours posé les mêmes questions à l'école Sainte-Anne et à l'école Guillaume Couture, mais on a fini par trouver une manière de regrouper les résultats. Donc, je passe rapidement et puis j'y vais avec mes interprétations préliminaires pour chaque aspect. Pour ce qui est de l'appréciation du jeu, de façon générale, c'est vraiment l'expérience a été très appréciée. Les jeunes utilisent des qualificatifs du plaisir comme fun, amusant, j'ai adoré, c'était chouette, j'ai tout aimé. Il y en a qui voulaient pas que le jeu se termine, d'autres nous faisaient des pouces en l'air. Donc, on a vraiment senti que le jeu était très apprécié. Les actions qui étaient le plus aimées, c'était vraiment de choisir parmi les 2 choix de réaction, mise en situation, anticiper les conséquences. Et puis, les éléments les plus appréciés du jeu, c'était justement les mises en situation, notamment en raison de leur réalisme. Et la navigation aussi sur le plateau, c'était apprécié. La simplicité du jeu, le suspense et le fait que le personnage soit dessiné par un enfant. Aucun élève a dit détester le jeu. Certains ont relevé des éléments qu'ils ont moins appréciés. Et le seul qui revient chez 3 élèves, en fait, c'est le caractère plus sérieux, calme ou ennuyeux du jeu. On en parlait tout à l'heure avec le jeu Capital et Antifada. C'est les jeux qui essaient de passer un message ou qui essaient d'enseigner, sont pas nécessairement toujours aussi divertissants, bien que ce jeu-là réussit à trouver un bon équilibre à notre avis. Mais bon, ça revient à 3 reprises. Il y a même un jeune qui compare le jeu à de l'étude.
Bon, et les autres éléments moins appréciés, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Il n'y a pas assez de choix. Il y a trop souvent l'option d'aller voir un adulte. Le jeu est trop long. Les règles sont trop difficiles à comprendre au début. Celle-là, j'ai trouvé intéressante, mais on n'a pas creusé parce que c'est un petit peu hors sujet. Mais il y avait une jeune fille qui nous a dit que les garçons étaient mal représentés dans le jeu. Ils étaient représentés un peu comme des creeps, alors que donc elle aimait pas le côté stéréotypé du jeu. Absence d'action qui changerait le cours de l'histoire, des mises en situation pas assez précises, n'est pas assez compétitif. Mais il y a rien qui est vraiment, qui revient vraiment de façon flagrante. Les jeunes font quelques suggestions d'amélioration, dont des mises en situation plus drôles, plus pimentées, qui parlent d'alcool et de sexualité en lien avec la maison abandonnée. Donc ça, c'est vrai que ça peut dépendre aussi du type de carte qu'on a utilisé avec la première classe à l'école publique. On a utilisé les cartes de primaire adressées aux jeunes du primaire, alors que dans le deuxième groupe, on a utilisé les cartes adressées aux jeunes du secondaire parce qu'en fait, les jeunes étaient à la fin de leur primaire, donc on ne savait pas trop quelle carte leur donner. Mais on a vu quand même que les cartes du secondaire les intéressaient plus parce que c'était des sujets justement avec lesquels ils étaient moins familiers. Euh, les autres suggestions d'amélioration sont plus au niveau ludique. Est-ce que, ben, j'aimerais savoir un chemin secret où quelque chose se passe, un lancer de dés qui détermine où on va, un minuteur qui limite le temps de discussion, etc. Bon, pour ce qui est des autres questions, la façon dont on a procédé, on s'est beaucoup basé sur les 10 aspects d'un jeu à conscientisation que notre groupe de recherche Homo Ludens a relevé à partir des travaux de Paulo Freire et qui fait l'objet d'un article, si jamais ça vous intéresse, qui figure dans le numéro sur la conscientisation de la revue Sciences du jeu. Donc, on va passer ces aspects-là un par un. Je vais vous expliquer un peu quelles questions on a posées aux jeunes pour essayer de creuser cet aspect-là et quelles furent les réponses. Le premier aspect, c'est la sensibilisation. Donc, un jeu à conscientisation va permettre d'en apprendre plus sur un enjeu social donné pour acquérir le vocabulaire aussi pour nommer cet enjeu-là. Et c'est intéressant parce qu'on a un jeune qui nous a justement dit ça nomme les problèmes avec des mots-clés. Je trouvais ça intéressant. On leur a demandé qu'est-ce que ce jeu vous a appris? En retenez-vous quelque chose qui sera utile dans votre vie? Quel message cherche-t-il à passer? Et 32 personnes, en fait, nous ont nommé des apprentissages qu'ils ont faits. Donc, très peu. 3 personnes nous ont dit qu'ils ont peu appris. 5 personnes nous ont dit qu'ils n'ont rien appris parce qu'ils n'ont pas ces problèmes-là ou qu'ils savent déjà comment réagir. Et 7 personnes, et ça c'est intéressant, nous ont dit que le jeu leur a permis de se rappeler de leçons qu'ils avaient déjà reçues dans leur vie de tous les jours, dans les médias, dans des formations ou des ateliers à l'école, parce que la violence et l'intimidation est quand même beaucoup abordée au primaire, à l'école primaire, et puisqu'ils sont à la fin de l'école primaire, ben, ils ont déjà quand même eu des formations là-dessus. Donc ça, faut vraiment tenir compte quand on analyse les résultats. Cela dit, ils nous ont dit quand même les problèmes familiaux qui sont abordés dans le jeu, ça c'est quelque chose qu'on aborde moins à l'école. Donc, différents apprentissages qui ont été évoqués par les jeunes, certains qui peuvent bénéficier à ce qu'on pourrait appeler dans le vocabulaire de Freire les oppresseurs, donc des gens qui vont être violents ou faire de l'intimidation. Le contrôle de soi, c'est beaucoup ressorti. Il faut éviter le conflit, la bataille, la violence. Il ne faut pas se fâcher, il faut rester calme. On a aussi identifié, on dit aussi que le jeu arrive à identifier ce qui est mal. Faire la cyber-intimidation, par exemple, c'est revenu souvent parce que les jeunes, vers la fin du primaire, commencent tout juste à avoir accès aux réseaux sociaux, mais pas encore complètement. Donc, c'est quelque chose qu'ils connaissent moins. Être raciste, prendre la drogue. Avec une jeune fille qui nous disait « Je savais pas que c'était méchant d'aimer ou de commenter une publication sur les réseaux sociaux qui s'en prend à quelqu'un et je le sais maintenant grâce aux jeux et aux cours. » Donc, de ne pas se laisser influencer par ses pairs, être actif quand quelque chose se passe, donc de ne pas regarder passivement quelqu'un se faire intimider, par exemple. Et être empathique, il faut se mettre à la place des autres. Parmi les apprentissages évoqués qui peuvent davantage bénéficier aux opprimés dans le langage de Freire, donc ceux et celles qui seraient victimes de violences, d'intimidation, d'injustice. Il y a, entre autres, comment réagir et faire de meilleurs choix dans une situation similaire.
Quelqu'un nous dit chaque personne subit des moments tragiques ou un problème, et puis dans chaque problème, il y a une solution. Tu peux choisir la bonne ou la mauvaise. Il y a aussi certains jeunes, et là, je ne savais pas trop comment interpréter ça, qui voyaient vraiment le jeu comme une mise en garde. Je me suis dit, oh, j'espère que ça les a pas rendus trop méfiants, mais il y en avait qui disaient, il faut pas aller voir quelqu'un qui te suit, il faut pas sortir ailleurs qu'à la maison ou à l'école, il faut se méfier des autres. Bon, enfin. D'autres ont dit, on apprend qu'on a besoin des autres, qu'il faut parler à un adulte en cas de besoin, puis qu'il faut laisser tomber les amis qui ne veulent pas de nous. Et parmi les apprentissages évoqués qui peuvent autant bénéficier aux oppresseurs, aux opprimés, figure l'idée qu'il faut réfléchir avant d'agir. C'est quand même quelque chose qui revenait fréquemment. Donc, au niveau de la sensibilisation, il y a seulement certains jeunes qui disent avoir appris que certaines situations relèvent de l'intimidation ou de la violence, probablement parce que les autres le savaient déjà. Par contre, plusieurs jeunes disent avoir appris comment réagir à ces situations-là, ce qui relève davantage de l'outillage, qui est un autre des aspects du jeu à conscientisation qu'on va voir plus tard. La causalité, un jeu à conscientisation aide à comprendre les causes et les conséquences d'un système oppressif, de même qu'à faire la différence entre ce qui est immuable et modifiable. Bon, ici, c'est un petit peu difficile quand même de remonter aux causes profondes de l'intimidation et de la violence avec les jeunes. Donc, on est allé un petit peu plus sur les causes à effet des gestes qu'ils posent. Il y en a qui, d'eux-mêmes, vont dire que le jeu incite à penser aux conséquences de nos choix, nos actions, qui parfois se retourner contre nous, qui aide à comprendre le rapport cause-conséquence, qui nous apprend les conséquences des bons et mauvais comportements. Il y en a un qui nous dit, comme l'effet papillon, une petite chose peut devenir une grande chose. Ensuite, on leur demande, comprenez-vous les conséquences de vos choix sur les jetons de comportement? Il y en a qui disent oui. Puis l'autre moitié va dire qu'ils étaient parfois surpris par des conséquences. Il y avait des situations où certains d'entre nous voulaient prendre le choix B pour ne pas perdre une vie, mais quand on a regardé les conséquences, on a vu que A allait nous avantager. Donc, une difficulté à vraiment anticiper comment leur choix affecterait les échelles de comportement. Donc, de façon générale, la causalité, bon, ben, c'est que les conséquences de l'intimidation, de la violence, puis des choix sont davantage relevées par les jeunes que leur cause sociétale. Probablement parce que le jeu les met peu en évidence. Donc, comme quand je vous parlais tout à l'heure un peu de la faiblesse du jeu sur le plan de la conscientisation, mais ça ressort aussi au niveau de la réception. Au niveau de l'aspect de la perspective, ben, un jeu à conscientisation va offrir une perspective sur une situation de pression qui est différente de celle dont disposent les joueurs-joueuses au quotidien. Et pour essayer d'évaluer ça, on leur a demandé si certaines situations les avaient surpris au sens où ils ne savaient pas que ça pouvait arriver à quelqu'un. Et 9 élèves nous ont énuméré des situations surprenantes. Que j'ai pas vraiment le temps de nommer, mais il y en a une qui nous dit quand le chum de Sarah a posté des photos sur les réseaux sociaux, parce que moi, je pensais qu'ils s'aimaient et qu'ils étaient gentils l'un avec l'autre et qu'ils se feraient pas des trucs comme ça. Donc, vraiment, de savoir que quelqu'un qui dit t'aimer peut te trahir, ça, c'est quelque chose qui a été une surprise pour cet élève-là. Et d'autres, non, avaient l'impression d'avoir déjà cette perspective-là parce qu'on voit tout à la télé, à l'école, tout est possible. L'accompagnement d'un jeu à conscientisation agit comme un agent facilitateur, suscitant des réflexions, plutôt comme un agent de persuasion qui impose une réponse aux joueurs-joueuses. Et ça, quand on analyse le jeu, on constate que ça le fait quand même assez bien. Mais on a trouvé, et on aurait peut-être dû demander plus directement à nos jeunes, est-ce que vous avez trouvé que le jeu vous impose un point de vue en vous présentant un choix comme étant meilleur que les autres? Bon, malheureusement, c'est pas la question qu'on a posée. On leur a demandé, par contre, est-ce qu'ils ont trouvé certains choix difficiles à faire? Et à travers leurs réponses, on peut comprendre qu'ils ont trouvé que les choix étaient difficiles au sens où la situation était mitigée, nuancée. Quelqu'un nous disait un choix comportait des risques et l'autre était négligent. Le choix le plus juste nous désavantageait dans le jeu. Bon, c'est compliqué parce que dans ce jeu, il faut aider Raphaël, mais il faut aussi surveiller des points, puis les deux s'opposent, etc. Puis il y en avait qui trouvaient pas que les choix étaient difficiles à faire, mais qui reconnaissaient que le mauvais choix dans la vie de tous les jours était le meilleur choix dans le jeu. Donc, le jeu brouille un peu les cartes, ne nous dit pas vraiment quel choix est meilleur que les autres, et je pense que ça se reflète
les jeunes ne semblent pas avoir l'impression que le jeu leur impose un point de vue au même titre que le ferait un jeu qui a une rhétorique procédurale, par exemple. L'outillage, un jeu à conscientisation permet aux joueurs-joueuses de s'outiller pour faire face à des problèmes et idéalement d'imaginer leurs propres solutions. Donc, il y a plusieurs jeunes qui relèvent d'eux-mêmes que le jeu te prépare bien à faire face à d'éventuels problèmes, à faire des meilleurs choix, à varier tes réactions. Ça t'aide à réfléchir. Si jamais tu vis cette situation, tu sauras agir. D'autres disent que ça exerce la communication orale, ça t'apprend à gérer tes émotions. Et quand on leur demande si maintenant qu'ils sont joués au jeu, est-ce qu'ils se sentent mieux outillés, il y en a 17 qui disent ah oui, vraiment à 100%, parce que ça donne des choix, parce que ça t'aide à comprendre des situations, parce que ça t'aide à gérer les émotions. Il y en a 8 quand même qui vont dire pas vraiment, parce que de toute façon, moi, je réagis de façon impulsive. Dans la vie, je vais pas me demander est-ce que je vais être gentil ou méchant. Il y en a une qui disait qu'elle était déjà préparée par ses parents, une autre qui est pas aussi facile d'avoir de l'aide dans la vraie vie, et un autre qui risque d'oublier, dans le fond, ce que le jeu lui a appris. Donc, puis il y en a qui sont mitigés aussi, bon. Mais de façon générale, je dirais que la grande majorité des jeunes pensent que le jeu les prépare à affronter des situations d'intimidation et de violence en proposant des solutions ou des techniques de prise de décision, mais il n'y a aucun élève qui va mentionner que le jeu encourage à développer ses propres solutions, probablement parce que c'est pas vraiment le cas. Un jeu à conscientisation génère un sentiment de communauté et d'appartenance à un groupe de personnes qui sont victimes de la même oppression. Il y a certains jeunes qui soulignent d'eux-mêmes le réalisme du jeu, le fait que ça peut arriver vraiment à tout le monde, ça pourrait se passer dans la vraie vie, versus une seule personne qui pense que le jeu les mises en scène dans le jeu sont extrêmes. Et quand on leur demande si le jeu leur semble réaliste et semble pouvoir arriver à des jeunes de leur âge, il y en a quand même 15 qui disent oui. C'est comme une simulation de vie, c'est très probable. Puis il y en a qui donnent des exemples de leur vécu. Il y en a quand même quelques-uns qui vont énumérer des situations du jeu qui leur semblent moins réalistes, puis d'autres qui sont mitigées. Mais de façon générale, sans nécessairement s'identifier directement comme une personne vulnérable à la violence et à l'intimidation, la grande majorité des jeunes trouvent que les problèmes abordés dans le jeu sont susceptibles de leur arriver ou d'arriver à une personne de leur entourage. Un jeu à conscientisation va présenter une réalité sociale comme un problème collectif plutôt qu'individuel et encourager un changement systémique. Et quand on leur demande si le jeu leur a donné envie de s'impliquer dans une cause ou dans la lutte contre l'intimidation et la violence, il y en a 6 qui nous répondent oui et qui mentionnent certaines causes qui leur tiennent plus à cœur. D'autres, 8 qui disent non. Et une personne qui dit je suis pas assez investie pour me mettre dans un groupe, mais s'il arrivait quelque chose dans le genre d'une situation précise, je vais intervenir, je vais me mêler de l'affaire. Donc, un peu moins de la moitié des participants est motivée à l'action par le jeu. Est-ce que ça va se traduire en réelle action? Ça reste à voir. Le jeu à conscientisation s'adresse principalement à une population subissant une oppression systémique, même si elle n'en est pas nécessairement consciente. Donc, quand on leur demande à qui s'adresse le jeu, 4 personnes nous parlent plutôt des oppresseurs, les racailles, les délinquants, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, de comportement. Puis juste 2 personnes nous parlent des opprimés, dans le fond, des ceux qui ont de la misère à prendre des décisions ou qui en prennent des mauvaises. Les jeunes, en fait, en termes d'adresse, nous parlent surtout de l'âge. Ils vont dire que ça s'adresse aux enfants en général, ou certains vont dire aux enfants plus jeunes et d'autres aux enfants plus vieux. Et ça dépend vraiment des cartes qu'on leur a données, en fait. Est-ce qu'on leur a donné les cartes du primaire ou du secondaire? Là, je vois le temps qui avance, je suis au courant, j'essaie d'accélérer. Donc, de façon générale, la majorité des élèves ont l'impression que le jeu s'adresse aux intimidateurs ou aux personnes violentes plutôt qu'aux victimes d'intimidation et de violence. Plusieurs soulignent l'importance d'adresser le jeu à la bonne tranche d'âge en lien avec la nature des situations présentées. Un jeu à conscientisation confère aux joueurs-joueuses une volonté de changer leurs conditions d'existence et une confiance envers leur capacité d'agir sur la situation, et on leur a demandé si le jeu les encourage à changer certaines habitudes. Et il y a 5 élèves qui nous ont dit que oui, ça les incite à moins provoquer, moins intimider les gens, réaliser que ce qu'ils font, c'est pas bien, réagir moins fortement dans certaines situations, ne pas partager la photo de quelqu'un sur les réseaux sociaux. D'autres vont dire non, pas
moi, ça m'affectera pas, je vais oublier dans une semaine, ou je suis déjà gentil, ou je sais comment réagir. Donc, seulement la moitié des élèves pensent qu'avoir joué au jeu les mènera à changer leurs habitudes, mais tous ces élèves parlent d'habitudes d'intimidateurs, intimidatrices, plutôt que d'habitudes de victimes d'intimidation. Le jeu à conscientisation est un espace de discussion et de délibération, affinant la capacité des joueurs-joueuses à travailler en équipe. Les jeunes relèvent d'eux-mêmes que le fait de jouer en équipe permet d'apprendre des autres, d'en apprendre sur les autres, sur ce qui se passe dans leur vie. Et 10 élèves nous disent qu'ils ont aimé discuter en équipe, faire des choix. Ça les a pas frustrés quand leur choix n'était pas retenu. Ils trouvaient ça plus facile en groupe, plus amusant. Ils arrivaient à se mettre d'accord, ils aimaient collaborer. Il y en a d'autres qui disaient j'ai aimé ça, mais je trouvais ça gênant de ne pas être avec mes amis. J'aurais aimé ça faire des choix toute seule des fois. J'aurais aimé avoir plus de compétition, mais et est-ce qu'ils ont réussi à changer d'idée des fois après avoir écouté les arguments des autres? Mais il y en a 8 qui nous disent oui parce que leurs explications étaient bonnes, puis ça arrivait à les convaincre. Puis il y en a 4 qui disaient non. Donc, de manière générale, l'aspect coopératif du jeu semble favoriser son appréciation, mais aussi les apprentissages qu'on peut faire en jeu. Et bon, en terminant le focus group, on leur a demandé est-ce que vous pensez que le jeu est un bon moyen de prendre conscience des problèmes que vivent les jeunes et leurs conséquences? Et il y en a 17 qui nous ont dit que oui, parce qu'il aide à prendre les meilleures décisions, à comprendre les conséquences de certaines actions, à remarquer des erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte, à apprendre de ses erreurs, à ne pas se laisser influencer, à ne pas céder à la pression des pairs. D'autres disaient un peu, 3 disaient un peu, mais bon, de façon générale, là, il y a quand même un assez bon consensus sur le fait que c'est un bon outil. Très rapidement, on a aussi fait un atelier de création de cartes suite à la partie. Donc, on demandait aux jeunes de faire une carte pour le jeu. Et parce qu'on avait l'intuition que la création de jeu peut devenir un contexte de conscientisation, les participants partagent leurs expériences, sont spectateurs, spectatrices du travail des autres, participent activement à trouver des solutions adaptées à leur réalité. Et quand on leur a demandé s'ils ont aimé faire une carte pour le jeu, 20 élèves nous ont dit oui, ça a été ma partie préférée, j'ai trop aimé ça, c'était très amusant. Bon, ils ont vraiment aimé inventer, imaginer leur propre carte. Très peu d'élèves n'ont pas aimé ça. Il y en a qui ont dit qu'ils n'avaient pas d'idée, qui étaient fatigués, mais c'est vraiment une minorité. Et on leur a demandé si faire une carte les a aidés à réfléchir aux conséquences de leur choix. En fait, il y a juste 2 chercheurs qui ont posé cette question-là, mais c'est intéressant. Ça nous des élèves qui nous ont dit oui, ça m'a vraiment aidé à trouver des manières de résoudre un problème. Et il y a 4 élèves qui disent avoir en fait transposé les apprentissages faits en jouant lors de la création de cartes, qui se sont inspirés des cartes qu'il y avait dans le jeu pour, par exemple, mettre le fait d'aller parler à un adulte dans les choix. On est trop désolé, Gabrielle, il va Oui, falloir j'ai fini! conclure. Ah, C'est ça correct, va. j'ai fini! Oui, oui. Alors, c'est ça, les choix de Raphaël, c'est vraiment ma dernière diapo. Semble avoir davantage des effets de sensibilisation que des effets de conscientisation. L'atelier de création de cartes semble un excellent moyen de poursuivre les apprentissages et la réflexion entamés lors de la partie, en plus d'encourager les jeunes à identifier des problèmes qu'ils ont vécus et trouver leur propre solution à ces problèmes. Désolée, j'avais tellement de choses à dire. J'en ai coupé la moitié d'ailleurs. C'est dur à dire parce que, bon, là, on n'aura pas posé la question comme telle. On s'attendait tellement pas à ce résultat-là, en fait, qu'on n'avait pas prévu une question de relance pour dire oui, mais est-ce que vous trouvez aussi que ça s'adresse aux gens qui sont victimes. Il y a peut-être un phénomène de ils veulent pas dire devant leur père qu'ils ont été victimes eux-mêmes d'intimidation, de violence ou se montrer vulnérables devant leur père. Donc et ça, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu davantage creuser avec des entrevues individuelles. Ils auraient peut-être été moins gênés de nous parler de l'autre côté, dans le fond, du fait que peut-être qu'eux se sentent qu'ils pourraient être victimes de ça. Bon, il y a quand même là, il y a quand même certains jeunes qui vont le dire, qui vont dire que ce sont des problèmes qui pourraient leur arriver. Donc, ils s'identifient quand même un peu à ce potentiel groupe,
s'identifie potentiellement à ce groupe d'opprimés. Mais bon, dans nos données, on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour savoir pourquoi le jeu va pourtant les mettre dans la peau de quelqu'un d'opprimé. Fait que c'est quand même assez étonnant.